direct à LCN. Une situation hors du commun ou d'un événement d'actualité, captez-le sur le vif avec votre téléphone. Envoyez-nous sans tarder vos vidéos et vos photos. Elles pourraient être diffusées à TVA, dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Envoyez dès maintenant vos images à scoop@tva.ca. Est-ce que c'est légal de frapper un hôpital, M. Trudeau? Non, c'est pas légal. C'est terrible, c'est terrible. Là. Il faut épargner les civils à tout prix, les deux côtés. En réaction de M. Trudeau et Legault à cette dernière catastrophe dans un hôpital de Gaza, une frappe terrible qui a provoqué des centaines de morts. Donc, multiplication des horreurs sur le terrain, des manifestations dans le Proche-Orient un peu partout, des loups solitaires qui frappent à l'étranger. Notre joute des analystes commence. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. À cet hôpital de Gaza, parlons-en tout de suite. Là, qui a fait quoi? Là, chacun se défend, accuse l'autre et ça empire, si c'est possible, la crise humanitaire là-bas. Mais première fois, Emmanuel, que le Canada dénonce là, si clairement, exige le respect du droit humanitaire international. Oui, puis c'est pas surprenant. C'est toujours la même chose en cas de guerre. Plus on monte sur l'échelle de l'horreur, plus c'est facile pour la classe politique de dénoncer et d'être tranchante. En même temps, ce qui est très particulier puis qu'il faut comprendre, c'est que c'est la première fois là, qu'on voit une guerre se dérouler aussi en direct à la télé, là. Ça va beaucoup plus vite. Les images choquantes font le tour du monde. L'information circule à la vitesse de l'éclair. Et la réalité, c'est que ça place la classe politique dans une position parfois difficile. Est-ce que M. Trudeau aurait été aussi tranchant si on lui avait posé la question après qu'Israël ait dit avoir les preuves que c'est le djihad islamique et non pas l'armée israélienne qui avait bombardé l'hôpital? Je suis pas certaine. Et donc, cette vitesse de réaction nuit peut-être aussi, je pense, à la diplomatie dans les circonstances. Oui, elle va peut-être provoquer quelques réactions un peu trop rapides. Mais qui est derrière cette frappe? Israël, un tir raté du Hamas ou du djihad islamique? Là, sur les réseaux sociaux, Benjamin Netanyahou s'est défendu. Et Paul, tu parlais un petit peu plus tôt là, à la joute avec justesse là, des brumes ou du brouillard de la guerre. Hein? On est dedans. Là. Non, donc, c'est la parfaite illustration. Fogs of War, les brumes de la guerre, un formidable documentaire autour de Robert McNamara qui avait initié la guerre du Vietnam, qui l'a amèrement regretté et qui raconte, son récit raconte un peu toute l'horreur de la guerre et toute la manipulation qu'il y a autour de l'information. Chose certaine, parce que là, Emmanuel le souligne, dans les premières secondes, premières minutes, tout de suite, le Hamas a accusé Israël qui s'est défendu. Ça nous ramène, et là, qui a tort, qui a raison, on verra au cours des prochaines heures. Chose certaine, ça nous ramène à deux réalités fondamentales. D'abord, la guerre est une chose horrible. Deuxièmement, c'est que la seule chose qui est sûre dans ce genre de conflit, c'est que plus rien n'est sûr. Ça pourrait être un accident israélien. Évidemment, on ne peut pas penser qu'Israël délibérément bombarde un hôpital civil, mais il peut y avoir des problèmes, soit au niveau de l'électronique, qui aurait pu faire en sorte qu'une bombe tombe, ou encore, est-ce vraiment le Hamas qui a fait une erreur? Parce qu'on sait, ils manipulent leurs roquettes, c'est assez amateur. La version d'Israël, c'est qu'au fond, c'est un tir qui a mal tourné, qui aurait provoqué l'explosion de d'autres roquettes et engendré l'explosion. La réalité, Sophie, on ne sait pas encore ce qui s'est passé et je me demande si on le saura véritablement un jour. Voilà. En tout cas, Mario, arrivée de Joe Biden demain, exercice périlleux, s'il en est un, là, dans les circonstances. Mahmoud Abbas a annulé son entretien avec lui en réaction à la frappe sur l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer de cette visite du président américain? Commençons par dire que c'est phénoménal là, l'importance que les États-Unis donnent à ce conflit, à Israël. Parce que là, demain, ça va être la 12e journée et on va avoir eu 3 visites, 2 du secrétaire d'État, M. Blinken, et là, le président qui se déplace lui-même en zone de guerre. Donc, c'est énorme. Ce que ça peut faire, je pense que le président, par sa présence, va vouloir à la fois rassurer Israël de son appui, mais rassurer Israël, c'est aussi rassurer Israël pour qu'Israël baisse ses oppositions ou ses blocages là, à un couloir humanitaire, à des actions qui permettent de protéger davantage les civils les plus fragiles de
de la bande de Gaza. Alors, oui, je pense que ça peut faire une différence et c'est certain qu'il va mettre son poids dans la balance de ce côté-là. Et donc, est-ce que ça va être le point de bascule? Je suis convaincu qu'à l'heure où on se parle, là, déjà avec l'Égypte comme intermédiaire, il y a des négociations qui sont en cours avec les Américains. Et on va peut-être espérer que, faire aboutir les négociations pour que le président ait une bonne nouvelle à annoncer sur place. Oui. C'est la question de la suite là, qui sera le grand médiateur en chef. Là, c'est un autre chapitre. On va revenir chez nous. Front commun, 95 des membres là, prêts à aller en grève générale illimitée. On parle d'un mandat historiquement fort. 30 des membres ont voté. On a posé la question, c'est un taux de participation qui est très satisfaisant apparemment du côté syndical. Est-ce que la balle est dans le camp du gouvernement, Paul? Clairement, parce que j'écoutais, entre autres, Magali Picard en entrevue au TVA à midi. Mario, tu avais aussi Éric Gingras. Et là, les leaders syndicaux, là, en public et en privé, nous disent une chose. Ils sont un peu dépassés par la mobilisation, la rage qui est latente en ce moment dans le monde syndical. Pour toutes sortes de raisons, évidemment, le coût de la vie, l'inflation, la nature de l'offre du gouvernement présentement sur la table, symboliquement, le 30 d'augmentation que les députés se sont accordés, le 21 aux policiers de la Sûreté du Québec. Mettez ça dans la même recette, ça fait une sauce très, très piquante. Et c'est clair, peu importe la météo extérieure, l'automne sera chaud. Monsieur Legault parlait du 31 octobre, la grève de l'Halloween, là, au Front commun, on comprend pas trop. Oui, un petit moment de confusion. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a agité un fantôme inutilement? Mais chose certaine, probablement plus en novembre, c'est la stratégie, la mécanique là, qui va se déployer du côté du Front commun. Oui, Emmanuel? Oui, moi, je pense que le gouvernement est confronté au fait que sa stratégie de base face à ces négociations-là ne fonctionne pas. La mobilisation est plus grande que prévu, l'opinion publique est derrière les syndiqués et à un moment donné, il y a un choix qui va s'imposer pour le gouvernement. Maintenir la ligne dure pour obtenir les concessions que le gouvernement qui, selon le gouvernement, sont essentielles pour alléger les conventions collectives, rendre l'organisation du travail plus facile, pour sauver les services publics. Le prix politique à payer pour ça, cependant, pourrait être très élevé pour le gouvernement. Donc, est-ce qu'on puise dans la réserve du courage et on va jusqu'au bout? Ou est-ce que, finalement, on prépare le terrain à une entente pour acheter la paix? C'est ça, le dilemme. En tout cas, Marion, on n'a pas vu ça depuis des décennies, là, une grève générale illimitée. Ben non. Là, 1983, 40 ans. Moi, c'est ce qui me frappe d'ailleurs aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on en parle, mais j'ai l'impression que les gens, sincèrement, sans méchanceté, ne savent pas de quoi on parle. Moi, je vois des gens qui sont sympathiques à la cause syndicale, puis qu'il faudrait qu'ils gagnent plus avec l'inflation, puis que le gouvernement leur règle ça. Mais quand tu leur parles grève générale illimitée, tu dis juste une chose. Toutes les écoles seraient fermées. Là, les parents viennent la face longue, la mâchoire qui décroche. Oui, c'est ça, grève générale illimitée. Là, c'est les services publics. Oui, les garderies. Oui, les garderies, les écoles, les services publics, les bureaux du gouvernement fermés. Alors, il y a une inquiétude pour les syndicats, je pense. C'est que si tu recours à ce moyen ultime, tu pourrais voir l'appui du public baisser jour après jour. Là. Et ça entre dans l'équation. C'est à voir. Après la pause, on discute de la hausse des frais de scolarité universitaires pour les étudiants étrangers, ce qui est très loin de faire l'affaire de tout le monde. Restez là. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Un record Guinness qui est battu, Mario, officiellement. Puis pour les gens qui adorent, entre autres, le compte YouTube Hot Ones, où il y a le concours des ailes piquantes, où on fait toutes sortes d'entrevues avec des gens, mais ils l'ont annoncé officiellement sur leur compte. Ah oui, ça, c'est des entrevues, puis les gens mangent des ailes de plus en plus piquantes en répondant aux questions. Là. Exactement. Et eux collaborent depuis quelques années avec Ed Curry, qui est un homme de la Caroline du Sud qui fait pousser des piments forts. Et lui, depuis 2013, possède... Des piments très, 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 très forts. C'est pas une blague, Mario. Lui, génétiquement, fait de l'inter... du crossbreeding, il dirait en anglais. Donc plus fort que les habaneros puis tout ça. L'habanero a tenu le record il y a 25 ans à peu près parce qu'on utilise le Scoville Heat Unit. Donc l'échelle de Scoville, ça mesure pour les piments, c'est quoi, à quel point c'est fort ou pas. Pour les sauces piquantes, vous allez le retrouver en arrière. Par exemple, un jalapeno normal, 5000 sur l'échelle Scoville. Si on va, par exemple, pour justement le habanero, 100 000 Scoville. 100 000? 100 000. Mario. Versus le jalapeno à 5 000. Fait que c'est 20 fois plus fort. Et attache ta tuque, pour le Carolina Reaper, ça c'est celui en 2013 que M. Ed Curry a produit et pour lequel il avait déjà gagné le record du monde.
1,6 million sur l'échelle de Scoville. C'est ce qu'on avait déterminé en laboratoire, là, dans des universités. Donc, on mesure. Donc 16 fois plus fort que le habanero. Ouais, puis c'est comme exponentiel. Fait que c'est même sûrement plus que 16 fois plus fort quand on le prend. Et là, ça veut dire que tu peux plus le prendre. La gueule te brûle, la gorge, la langue, tout y passe. Là. En ce moment, selon M. Ed Curry, le nouveau piment qui s'appelle le piment X Pepper X. C'est comme ça qu'ils l'ont nommé. Ben, le piment X, lui, se retrouve à 2,69 millions sur l'échelle de Scoville en moyenne, dépendamment des piments. Pour vous donner une idée, là, le poivre ça, utilisé... quand tu le coupes avec un petit couteau, il faut pas que tu te grattes les yeux après. Non, absolument pas. Là. Même si tu le coupes avec tu peux même pas approcher le couteau de ton visage, ni les mains. Il faut que tu laves tout absolument. C'est plus fort que le poivre de Cayenne utilisé par la police. C'est 1,6 million, le poivre de Cayenne. Pour les ours, le spray à ours, c'est 2,2 millions. On est encore plus fort, donc, à 2,69. Semble-t-il que 5 personnes seulement qui ont mangé entièrement un Pepper X depuis que ça a été là, révélé au grand jour. Ils n'ont pas de brûlement d'estomac. À ce qui paraît, c'est pendant au moins 3-4 heures, t'es couché au sol, t'es arraché, t'es pas capable de rien faire. Il y a des vidéos, je pense, sur YouTube de gens qui l'essayent. C'est débile, mais lui, c'est une belle histoire. Ed Curry, c'est un ancien accro à l'alcool et aux drogues. Et quand tu consommes un produit extrêmement piquant comme ça, il y a une espèce de high, donc une espèce d'état d'euphorie qui est comparable à ce que tu pouvais avoir scrapes ton estomac, mais avec d'autres choses que le vin. Avec d'autres choses que le vin, Mario, disons que moi, je suis pas prêt à essayer un piment X en ce moment. Mais il dit, M. Ed Curry, qu'il y a d'autres projets. Ça fait à peu près 10 ans faire ce piment-là. Il y en a un prochain qui s'en vient. Merci, Alexandre. Cube Radio. Alexandre. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On présente des images en direct de la base aérienne d'Andrews au Maryland où Joe Biden s'apprête à monter dans Air Force One pour se rendre en Israël. On voit le cortège hyper sécurisé qui approche. Une visite qu'on va suivre évidemment de très près demain sur toutes nos plateformes. Alors, je l'ajoute, des analystes qui se poursuivent avec cet autre sujet qui fait beaucoup de vagues, les frais de scolarité universitaire pour les étudiants étrangers, beaucoup de grogne au sein des milieux des affaires, des universités anglophones évidemment. Un bouquet de réactions politiques pour fin de discussion. C'est comme une fenêtre sur le monde. Là, j'ai l'impression qu'on ferme un peu nos fenêtres. Pour moi, un étudiant canadien qui vient ici peut venir ici étudier, là, mais il faut qu'il paye au moins un diplôme à sa juste valeur. Quand je regarde le nombre d'étudiants anglophones au Québec, ben, ça menace la survie du français. Alors, Paul, le premier ministre qui veut rétablir l'équilibre financier des réseaux anglophones et francophones, il persiste et signe, notamment pour la survie du français. Il y a deux aspects là, à l'initiative du gouvernement. On en parlait la semaine dernière ensemble, notamment là, l'espèce de situation actuelle qui joue en défaveur des universités francophones. Pourquoi? C'est que les universités anglophones ont une capacité d'attraction beaucoup plus grande et effectivement, quand on regarde les chiffres, ont beaucoup plus d'étudiants étrangers, plus payants pour les universités. Maintenant, il y a toute la valeur symbolique du côté linguistique à l'approche du gouvernement. Et ça va faire beaucoup réagir. Là, je vois tout de suite dans le monde anglophone, ils se sentent carrément attaqués. Bishop, Alex Knoxville, entre autres, en Estrie. Vous savez, Sophie, je me pose la question toute simple. Le problème, au fond, est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'étudiants anglophones à Montréal ou parce qu'il n'y a pas assez d'étudiants étrangers francophones pour compenser? Et puis, je ne suis pas convaincu qu'on a fait le tour de la question à Québec. Oui. Paul, il fait référence à la presse anglophone qui a réagi fortement. On a vu ce papier, Mario, dans le National Post aujourd'hui qui parle d'une insulte au rock et qui parle de vandalisme carrément. Là. Oui, et c'est représentatif de ce qui se dit présentement dans le Canada anglais et dans le Montréal anglophone, là, où on est très dur envers cette mesure. Reste qu'il y a une disproportion. Au point de départ, là, quand le gouvernement pose un geste ou quand on identifie un problème, c'est qu'on découvre une donnée, une statistique, quelque chose qui fait pas l'affaire. Et dans ce cas-ci, on s'est aperçu que dans les étudiants étrangers, il y en avait environ les 2/3 qui étaient anglophones au Québec. Tu dis, ouais, mais là, c'est la proportion de la population, c'est à peu près 10% d'anglophones. Alors, comment il y a les 2/3 des étudiants étrangers et à Montréal, évidemment, les deux grandes universités anglophones. On dit que c'est facteur d'anglicisation du centre-ville, il n'y a pas de doute là-dessus. Ceci dit,
ils vont continuer de venir. On vient pas de fermer. J'écoute les commentaires et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent qu'on a fermé McGill. Non. Et ils vont continuer d'avoir McGill. Ils vont continuer d'avoir des étudiants anglophones qui vont venir du Canada anglais. Sauf que moi, comme contribuable, je ne payerai plus leurs études. Là. C'est juste ça, la différence. Là. Ouais, ben moi, c'est là que... Moi, ce contre quoi j'en ai, c'est pas que le gouvernement cherche une façon de rétablir une forme d'équité dans le financement des universités francophones. Je le comprends, ça. Le problème, c'est que la prémisse qu'on dit aux Québécois, c'est que les Canadiens anglais viennent au Québec... Oh, je vous arrête un tout petit moment. Voici le président américain. Donc, je vous le disais un petit peu plus tôt, on est au Maryland sur la base Andrews là, qui s'apprête à monter à bord de Air Force One pour se rendre donc en Israël. On imagine un dispositif de sécurité autour de lui. C'est une visite, évidemment, qui sera sous haute surveillance. Voilà, qui monte donc à bord de son avion et qui quitte pour Israël, qui est attendu là-bas dans quelques heures. Évidemment, visite qu'on va suivre, évidemment, sur toutes nos plateformes, dans tous nos bulletins de nouvelles demain, également sur le web, sur tvanouvelles.ca. Voilà. Emmanuel, cela dit, tu as posé des questions et tu as des chiffres intéressants à nous présenter qui remettent un petit peu les pendules à l'heure. C'est que la prémisse, c'est que les Canadiens anglais viennent se payer une éducation à rabais au Québec. Puis la réalité, c'est que c'est pas vrai. Regardez, là, le McGill facture à peu près 8 900 pour un étudiant hors Québec. Mais regardez, c'est quoi les frais de scolarité en Colombie-Britannique? Ils sont moins élevés que ce que facture une université au Canada. Puis même à Toronto, qui est supposée être la grosse méchante université, bien, il y a seulement le tiers, finalement, des Canadiens anglais qui viennent puis qui payent moins cher au Québec. Donc, on est en train de vouloir mettre une des plus grandes universités canadiennes à genoux pour régler un problème qui est partiel et qui est causé par des structures de financement caduques au Québec. Moi, je trouve que c'est mal réglé un problème important, puis on va affaiblir les études universitaires avec ça. Merci pour vos lumières. On se retrouve demain. Autrement dit, Cube Radio. Alors, merci d'avoir été là. C'est ce qui met un terme à notre émission de ce mardi. Je vous retrouve demain 15h30.